Bonjour. Incontestablement, ce sont des images qui ont fait bouger l'État cette semaine en le contraignant à réévaluer les pensions des anciens combattants indigènes de la Seconde Guerre mondiale dans l'armée française. Des images, oui, mais lesquelles? Les images du film ou les images de la promotion médiatique du film? Est-ce qu'on espère, grâce à ce film, que ces tirailleurs qui n'ont pas été indemnisés, rappelons-le, vont l'être? Je sais qu'il y a des démarches qui ont été faites et on attend... Oui, absolument. Et en ce moment, le dossier est sur le bureau de M. Thierry Breton. Oui, le ministre des Finances. Voilà, Jacques Chirac lui a demandé d'ouvrir le dossier et de voir qu'est-ce qu'il pouvait faire. Mais nous, on attend que ce soit fait le plus rapidement possible. Il pourrait y avoir une annonce peut-être prochainement sur cette indemnisation, ce rattrapage, cet argent que l'on doit à ces tirailleurs africains. Monsieur Thierry Breton, si vous nous écoutez, faites pas le radin. Alors, comment résister à l'injonction faite sur le plateau du 20h de TF1 par une star nationale comme Jamel Debbouze? Question de cette émission. Et pourtant, la promotion médiatique du film indigène s'est accompagnée d'un certain lot d'exagération, voire d'approximation. Nous tenterons de démêler tout cela dans cette émission en compagnie de Pascal Blanchard. Vous êtes historien de la colonisation. Mais nous allons commencer avec vous, John-Paul Lepers, par l'histoire d'une candidate à la présidentielle qui ne voulait pas être filmée. C'était au Sénégal, avec Ségolène Royal. Oui, c'est quelqu'un que je suis depuis des années. Et là, on a été particulièrement étonnés de cette forte déclaration de Ségolène Royal, qui parle de cette machine à perdre au Parti socialiste. C'est-à-dire que tout le monde contre elle. Elle pense que tout le monde est contre elle. Elle n'a pas tort d'ailleurs. C'était avant que Lionel Jospin ne décide de se retirer de cette course. Et il se trouve que je vous propose de regarder comment les journaux ont traité cette question de la machine à perdre. Elle a appelé cela le serment de Dakar. Ségolène Royal a promis qu'elle irait jusqu'au bout de la campagne pour la présidentielle. Hier soir, Ségolène Royal a parlé vrai devant les militants de la section du PS français de Dakar. Parlé, mais sans caméra. Elles étaient interdites à l'entrée de la salle. La candidate a prononcé ce qu'elle appelle son serment de Dakar, c'est-à-dire sa détermination à aller jusqu'au bout, même si la compétition au PS ne l'enchante pas. Il va y avoir des débats internes. Ça va être une période aussi assez pénible. Puis la droite, elle n'a pas cette épreuve-là, traversée encore de 2 mois de débats internes, de votes. Je vois qu'il y a déjà des contestations. Enfin, c'est à se demander si certains n'ont pas envie de perdre, si la machine à perdre n'est pas déclenchée. Vous avez remarqué qu'on n'avait pas d'image. Et que les journalistes eux-mêmes le font remarquer d'ailleurs. Voilà, donc on n'a pas d'image. Donc d'ailleurs, France 2 marque document France Info. Moi, par exemple, à ce moment-là, je commence à tourner une image. On est chez les Français de Dakar. Ça s'appelle le Club Corse. Il n'y a pas que des Corses. C'est les socialistes qui sont là et qui, eux, ils regardent Ségolène qui arrive à l'instant. Et là, il y a quelqu'un qui me frappe sur l'épaule, qui me dit « Stop, on ne tourne plus ». Qu'est-ce qui se passe? Ah non, Ségolène vient de dire qu'il n'y a pas d'image, que ça sera du off, donc pas possible de tourner. C'était pas prévu avant. Non, normalement, on pouvait tourner, hein, on pouvait être là. D'ailleurs, on a pu rester sur place. Mais il se trouve qu'elle a dit quelque chose d'important. Et les radios l'ont sorti. Et là, bien sûr, le lendemain matin, regardez, il y a Jeff Wittenberg, qui est le journaliste de France 2, qui essaye de piquer du sang à sa consoeur de France Info. Ah, ils sont consentement quand même. Ah, mais bien sûr, elle prend, voyez, on branche le magnétophone sur la caméra, ce qui va permettre aux télés de faire un sujet. On est un petit peu colère quand même, c'est vrai. Et donc, juste après cette scène qui était prise au petit déjeuner à l'hôtel, on prend le bus, et là, on espère poser des questions à Ségolène Royal. Donc là, on arrive à la résidence, un endroit magnifique à Dakar, la résidence de l'ambassade de France, et il y a Ségolène qui va faire une conf de presse, regardez. Comment ça va? Moyen, bonjour. Pas agresser les gens. Bonjour. Agresser les gens. Tout le monde va bien? Ça va, Colette, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi? C'est bien passé? Bon, pas de souhait particulier? Non, tout va bien, ça se passe bien. Quelques questions, madame. Ah si, on a des questions à vous poser. Juste quelques questions à vous poser. On va faire de la démocratie participative et vous allez vous autogérer au mieux pour que chacun puisse travailler dans de bonnes conditions. Ce que je vous demande, c'est de ne pas agresser à l'autre. Si c'est un truc qui ne va pas, vous venez de me le dire à moi. Vous expliquez.
pas. C'est sur le serment de Dakar, on aimerait bien vous entendre. Hier, c'était, j'allais dire, on avait... Et la machine à perdre aussi, on aimerait bien vous entendre. Une seconde. On se respecte. La République du respect, ça vaut pour tout le monde. D'accord ? On vous respecte, madame. D'accord. On a du mal. Alors, attendez, non, vous On a coupez du la mal à parole. travailler. Vous coupez la parole, donc vous ne me respectez pas. Hier soir, si vous voulez, toutes les télés n'ont pas eu accès aux phrases clés que vous avez prononcées hier soir. Mais je remercie les télévisions d'avoir respecté le deal. Et les télévisions ont été les seules à respecter le deal. Et donc, elles auront une compensation. Les radios n'étaient pas prévenues, donc les radios ayant enregistré. Non, c'est une plaisanterie, rassurez-vous. Pas de panique. Que les télévisions auraient une compensation. Oh là là, on peut bien plaisanter un peu, non ? Tant mieux, oui, je pense, il y a lieu en rire. Voilà, c'est tendu, hein. C'est surréaliste. Donc voilà, en gros, je me fais bien engueuler, là, vous avez vu. Paraît-il, elle ne savait pas que les radios tournaient, parce qu'il y a des boîtes qui étaient prévues, donc comme il était prévu que les journalistes soient là, il y avait, pour se brancher, il y avait des boîtes son, et donc les journalistes radio ont enregistré. Et à la fin de cette réunion, donc, qui s'est passée au Club Corse avec les Français, elle a dit, mais je ne veux pas que ça passe. Et là, les radios ont dit, écoutez, d'abord c'était prévu, il y a 200 Français qui sont là, et donc il y a des témoins, et il y a 30 journalistes qui écoutent, donc on ne peut pas considérer que c'est du off. Donc voilà, on a la stratégie de madame qui est là ici de ne pas dire, de ne pas attaquer son camp depuis des semaines, et en même temps elle le pense tellement fort qu'elle le dit, mais qu'une fois qu'elle le dit, elle ne veut pas le développer. Est-ce que c'est, Jean-Paul, est-ce que c'est qu'elle ne veut pas le développer, ou est-ce que c'est qu'elle ne veut pas que l'image existe ? C'est-à-dire qu'elle est consciente que la citation simplement de ses propos aura moins d'impact, sera moins forte que si l'image existe d'elle en train d'attaquer ses concurrents et de dire c'est la machine à perdre. Est-ce qu'elle a prévu ça ? Je ne crois pas. Mais peut-être qu'elle est plus maligne encore qu'on ne pense, parce qu'elle est maligne, cette dame-là. Ne l'excluons pas. Et donc peut-être qu'elle s'est dit, je le dis comme ça, on pourra dire, mais je ne veux pas d'image, parce que l'image est plus forte, effectivement. Merci John-Paul. Avec vous, David Abiker, arrêt maintenant sur une image que pour le coup on a vue et revue à la télévision et que manifestement on a voulu que nous voyions. Ouais. C'était jeudi dernier, les journaux télévisés nous ont emmenés en visite à l'hôpital, visiter ce CRS tabassé avec un de ses collègues par des jeunes dans la banlieue des Tarterets. Et sur TF1, l'image de ce CRS faisait les gros titres en 2 séquences, clés et flash. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. L'agression des CRS de Corbeil-Essonnes, dont l'un va témoigner dans ce journal. Voilà la figure et le poignet qu'on va retrouver dans la séquence qui suit, où le regard de la caméra se fait tellement insistant sur le CRS qu'on en oublie de l'écouter. Pourtant, il avait des choses à raconter. Aujourd'hui, entouré de ses collègues, il nous raconte ce qui lui est arrivé mardi soir au Tarteret. Au moment de traverser la cité, à la recherche de mes effectifs, j'ai vu des jeunes qui couraient à portée de notre voiture, donc qui nous ont jeté des projectiles. Donc on a dû stopper notre progression, et au moment où on est descendu, une vingtaine de jeunes sont arrivés et nous ont tout de suite agressés fortement. Mais là, personnellement, je trouve qu'on n'y voyait pas assez bien, on ne voyait pas assez bien son visage. Donc sur France 2, heureusement, l'image occupait tout l'écran. Très rapidement, je me suis retrouvé à terre, et là, vous pouvez voir... les personnes se sont déchaînées. Mais c'était pas assez près. C'est pas assez près. Donc, toujours sur France 2, si c'était pas assez près, on pouvait voir à quoi ressemblait l'arcade sourcilière gauche d'un CRS. Voilà, l'image et la caméra s'approchaient encore plus. Alors, il y a un détail qui vous a pas échappé, j'imagine, c'est que cet homme est blessé. On n'a vu que ça. Ça explose à l'écran. Ça explose tellement à l'écran qu'on en a oublié son témoignage qui était particulièrement digne, parce qu'évidemment, les gens qui l'ont photographié, vous entendez les flashs crépiter, ont tout fait pour lui tirer des larmes, qui d'ailleurs il n'a pas donné. Il a fait un témoignage qui était très digne. Et cette image de blessure, elle explose à l'écran comme une espèce d'évidence, une évidence spectaculaire. Et cette évidence spectaculaire, elle va être récupérée par un visiteur qui s'est rendu à l'hôpital, que vous allez voir sortir de l'hôpital. Évidence qui va être associée à une autre évidence, mais qui, elle, est une fausse évidence. Et les Français savent bien que ce que je dis, c'est la vérité. Et innombrables sont les témoignages que j'ai reçus depuis hier pour me dire, enfin, quelqu'un ose parler.
Voilà, évidence de la blessure, avec un Nicolas Sarkozy qui essaye de nous vendre une autre évidence, qui est que les Français savent bien qu'il dit la vérité. Mais ça, moi, je trouve que c'est une autre évidence, c'est une fausse évidence dans la mesure où, finalement, il peut y avoir sur cette affaire de nombreuses vérités et de nombreuses interprétations de la médiatisation de cette image. Alors, justement, Perrine, ces images du témoignage du capitaine de CRS blessé, dans quelles conditions exactement les télés les ont tournées? Alors, comme on l'a vu, c'est passé sur les 3 chaînes, mais seul France 3 nous donnait un indice sur les conditions de tournage de cette interview. C'était dans Soir 3, pardon. Le fonctionnaire de police estime être tombé dans un guet-apens. C'est ce qu'il a dit cet après-midi aux journalistes autorisés à l'interroger par le ministère de l'Intérieur. Et dans le sujet qui suivait, le journaliste allait encore plus loin dans son commentaire. L'officier le plus grièvement blessé est toujours hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière. Son état est ce soir jugé satisfaisant. Une entrevue avec la presse a même été organisée par le ministère de l'Intérieur. Alors Perrine, autorisé, organisé, comment ça s'est passé exactement? Alors en fait c'est la DGPN, la Direction Générale de la Police Nationale, sur donc les ordres de son supérieur hiérarchique qui est le cabinet du ministre de l'Intérieur, qui a organisé l'entrevue en constituant ce qu'on appelle un pool, c'est-à-dire qu'en fait 5 journalistes seulement ont eu l'autorisation d'entrer dans la chambre, dont 2 caméras, et ensuite en fait les journalistes se font passer les images et les infos. Voilà. Alors du côté de France 3, il y a une certaine prudence sur cette image. En fait, les journalistes de France 3 étaient bien conscients de l'impact émotionnel de ce visage tuméfié et avaient sans doute en tête, redouté en tout cas, un effet Paul Voise, du nom de ce vieillard qui avait été tabassé à la veille de l'élection de 2002, visage qui était passé en boucle sur les chaînes et qui avait peut-être eu une incidence sur le scrutin du 21 avril. Voilà, donc ils étaient conscients de l'impact émotionnel, donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont retardé la diffusion de l'image, ils ne l'ont pas passé dans le 19-20, mais dans le Soir 3. Très bien. Alors, interrogation aussi autour d'une autre image sur les suites de cette agression contre 2 CRS. Oui, quelques jours plus tard, donc, une autre image qui a fait la une des JT, une descente de police massive dans la cité de Corbeil-Essonnes des Tarterets, visant à arrêter donc les auteurs de l'agression des 2 CRS. 220 policiers ont investi tôt ce matin les Tarterets à Corbeil-Essonnes. Nado 30 sur le point D. 80 CRS étaient venus en renfort pour sécuriser le quartier et permettre des arrestations délicates dans cette cité sensible. En tout, les enquêteurs vont interpeller 11 personnes, 9 majeurs, 2 mineurs. La grande majorité d'entre elles sont déjà connues des services de police. L'opération se déroule devant les journalistes. Les premières personnes interpellées sont menottées et emmenées au commissariat. Alors donc beaucoup de journalistes, beaucoup de caméras qui ont donc, on le présume, ont été avertis de cette opération de police, ce qui a provoqué une vive réaction du côté de la gauche. Julien Drey, porte-parole du PS, a dénoncé, je cite, une opération de police spectacle qui cherche à effacer ou à masquer la réalité, tandis qu'un élu communiste de Corbeil-Essonnes s'insurgeait contre le show médiatico-policier orchestré par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Alors concrètement, c'est vrai qu'on se pose toujours la question quand on voit ces images, c'est comment concrètement, matériellement, précisément, les équipes de télévision sont prévenues. Qu'est-ce qu'on leur dit, avec combien de temps d'avance, qui les prévient, dont vous avez enquêté, Perrine? Voilà. Et donc, en fait, on ne peut pas dire que les journalistes ont été convoqués par le ministre de l'Intérieur. En fait, donc, comme très souvent dans ce genre d'opération de police, il y a des coups de fil qui sont passés. Mais alors, par qui? Qui à qui? Donc, par exemple, quelqu'un du cabinet du ministre de l'Intérieur peut appeler un chef de service d'une télé, lequel chef de service apprend donc par ce biais qu'il peut y avoir quelque chose le lendemain matin, une opération de police. Le chef de service va demander à son journaliste de vérifier l'information auprès de ses contacts, lesquels contacts sont souvent des syndicats de police. Et après, forcément, l'info circule assez vite. Voilà. Voilà, donc l'information est co-délivrée par le cabinet du ministre et par les syndicats de police. C'est comme ça que ça se passe en général. Hein. En général. Très bien. Alors, pendant que John-Paul Lepers était au Sénégal, vous, Yulia, vous étiez à Compiègne, au château de Compiègne, où se tenait un sommet tripartite, Chirac, Merkel, Poutine. Et alors, vous êtes allé là-bas pour essayer d'apprendre quelque chose sur l'enjeu essentiel de ce sommet. Alors, l'enjeu essentiel de ce sommet, c'était autour de EADS. Les Russes sont en train d'essayer d'acheter des actions dans l'entreprise franco-allemande EADS. Les Français et les Allemands sont réticents. C'est de ça qu'il allait être question dans le sommet. Et vous vous êtes dit, avec les 3 chefs d'État et les dizaines de journalistes qui sont là, des questions vont certainement être posées et je vais sûrement apprendre quelque chose.
Oui, je me suis retrouvée dans un cadre totalement somptueux du château de Compiègne. Les 3 chefs d'État étaient là, Angela Merkel, Jacques Chirac, Vladimir Poutine. La cérémonie s'est déroulée comme prévu, très belle cérémonie. Et d'ailleurs, certains ont même pris des photos souvenirs. Et puis le musée s'est transformé, improvisé en salle de presse, dorure à volonté, nappe blanche d'un côté en attente de déjeuner, salle de travail de l'autre. Enfin, l'ambiance était plutôt sympathique et presque conviviale. Mais moi, j'y étais pour tout à fait autre chose. Moi, j'y étais pour connaître les dessous de l'affaire, les apartés sur EADS. Et mon confrère de France Info, Pascal Dervieux, m'a vite fait déchanter. Ça n'est vraiment pas l'endroit pour faire de l'enquête et pour faire du journalisme de recherche. C'est pas l'endroit que recherchent les journalistes enquêteurs ici. Non, pas du tout. C'est l'endroit pour faire quoi au final ? C'est l'endroit, alors d'abord pour rencontrer les confrères de la presse internationale, c'est quand même très intéressant. C'est aussi l'endroit pour rencontrer des conseillers importants. On rencontre les délégations, même si c'est de façon assez brève. Et puis c'est aussi une façon de juger de visu de ce qui se tient derrière les discours. Et on a pu en juger notamment, j'ai un exemple, au sommet du G8 à Saint-Pétersbourg tout récemment, où tout le monde nous annonçait l'excellence des relations entre George Bush et Vladimir Poutine. Et dès leur entrée dans la salle, physiquement, ça s'est senti. On sentait qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un gros problème. Alors ça, ce ne sont pas forcément les images qu'on retransmise à la télévision après, parce que les télévisions s'en tiennent au discours, mais ça fait partie de l'utilité d'être dans ce genre d'occasion. C'est de ressentir un peu physiquement ce qu'il y a derrière le discours officiel. Alors moi, j'avais quelques espoirs pour la conférence de presse, mais là, c'est Jacques Chirac qui me refroidit d'emblée avec son dispositif. 2 questions par nationalité, ce qui fait 600 tout pour 200 journalistes, et pas une seule qui porte sur EADS. Par exemple, les journalistes français se sont plutôt intéressés au destin de Ben Laden et puis à l'histoire d'Iran. Donc, j'étais pas beaucoup plus avancée qu'avant sur les apartés. Et puis, vous allez voir, à la fin de la conférence de presse, je me précipite et je vois je vois Jacques Chirac en train de partir. Je lui dis juste le temps, un petit bonjour. J'essaie de me faufiler entre mes confrères. Et là, qu'est-ce que je vois? Surprise, Vladimir Poutine presque cerné, encerclé par les journalistes, en train de leur répondre à leurs questions et évoquer d'une façon un petit peu plus libre les craintes de ses collègues et des confrères européens. Нас. Ну, я понимаю, чего именно? Боятся каких-то неконструктивных действий при том, что мы можем накопить пакет и потом использовать этот пакет для того, чтобы разрушать внутри самой компании. Мы не собираемся этого делать. Почему же тогда боятся? Непонятно, какие основания у них боятся? Большие и богатые. Все, ребят, спасибо большое. Спасибо. Ждет президент Франции. Будем заказывать? Да, он же контракт подписал. Par hasard, Yulia, est-ce qu'on pourrait conclure de vos images que l'ambiance est beaucoup plus libre et beaucoup plus décontractée entre le président russe et les journalistes russes qu'entre le président français et les journalistes français? Alors, en tout cas, c'est ce qu'on aurait pu penser, puisqu'on voit cette proximité presque physique. Il y a 20 cm à peine entre les journalistes et Vladimir Poutine. Mais quand on écoute le discours attentivement, on voit que les mots par rapport à la conférence de presse changent un petit peu. Mais sur le bras de fer, sur EADS, finalement, on n'apprend pas grand-chose. Finalement, ce que vous disiez, le confrère de France Info au début de votre reportage était vrai. On n'a rien appris. En tout cas, vous n'avez rien appris. J'ai rien appris. À Compiègne. Alors, une autre histoire de caméra qui se trouve où on n'a pas forcément envie qu'elle se trouve, ou en tout cas où elle ne devrait pas se trouver, ça se passe en Pologne. Oui, et après le Premier ministre hongrois, c'est au tour de Premier ministre polonais, Jarosław Kaczyński, vous vous souvenez, le frère jumeau du président en place, de se retrouver touché par un scandale. Alors, les frères Kaczyński, en ce moment, n'ont pas la majorité au Parlement, donc ils cherchent à faire les alliances. Et c'est dans ce contexte que la Pologne a découvert mardi soir les cuisines peu odorantes de la politique polonaise. En tout cas, la chaîne privée TVN, avec la complicité d'une certaine députée, a pu installer 2 caméras dans son cabinet au sein même du Parlement et a enregistré, à l'insu du chef du cabinet du Premier ministre, une conversation. Alors, dans cette conversation, le chef du cabinet de Premier ministre fait une proposition à la députée en question d'avoir au sein du gouvernement un poste en échange de quitter son parti. Jusque-là, a priori, rien de spécial, rien de très impressionnant, sauf que la députée, elle appartient à un parti populiste, Samoobrona,
Et comme d'autres députés de son camp, elle a signé un certain papier qui l'oblige à verser 125 000 € dans le cas où elle s'avisait à quitter son parti avant la fin de son mandat. Et vous allez voir, le chef du cabinet du Premier ministre a trouvé une solution pour elle. J'ai pensé à la chose suivante. Puisque des députés attendent de savoir si je vais vous rejoindre, peut-être que vous pourriez, en cas de problème, assurer ma protection financière et les autres députés suivront. Vous savez, comme des poussins. Nous avons étudié aujourd'hui une possibilité. Théoriquement, on peut faire en sorte que le Parlement prenne en charge cette somme d'argent. Ah oui, et comment? Le Parlement, en fait, l'huissier de votre parti, peut encaisser l'argent jusqu'au moment où votre plainte et celle des autres députés seront reçues. Moi, je ne suis pas juriste, mais le Parlement peut assurer le paiement de cet argent. Le Parlement le financerait, c'est ça? Oui, nous avons aussi réfléchi à la possibilité de créer un fonds quelconque qui pourrait prendre en charge les frais des députés au cas où votre parti vous réclamerait l'argent. Cela en attendant le dénouement de cette affaire. Donc tous les Polonais ont vu ces images? Oui, tous les Polonais. Et conséquences politiques pour l'instant? Alors, évidemment, l'opposition a demandé la démission du Premier ministre et de son gouvernement. Les critiques ont fusé de toutes parts, mais le Premier ministre s'est expliqué mercredi dernier à la télévision. Il avait dit que c'était juste une provocation à son égard et qu'il ne voyait pas de quoi en faire un fromage puisque c'est une tractation, un transfert totalement banal comme il s'en fait tous les jours. D'accord. Merci Yulia. Alors, après ces très très grands moments de communication politique et diplomatique, un très grand moment, toujours avec vous Perrine, de communication économique. Oui, une nouveauté incroyablement attrayante dans le domaine de la téléphonie. C'était les JT qui nous en parlaient cette semaine. Il s'agit d'un nouveau téléphone hybride. C'est une innovation dans le monde de la téléphonie. France Télécom, à l'instar de ses concurrents, lance le premier téléphone à la fois fixe et mobile. Prenez un téléphone portable GSM, un téléphone fixe avec ou sans fil. Mélangé en ajoutant quelques grammes de technologie, vous obtenez un téléphone hybride. En résumé, vous pouvez débuter une communication gratuite chez vous, l'appareil connecté sur votre réseau internet Wi-Fi, et poursuivre votre discussion à l'extérieur avec le même téléphone, qui cette fois-ci est connecté sur le réseau GSM. Alors ça a l'air super, mais là forcément la question qu'on se pose c'est combien ça coûte, et quand on regardait les JT, on n'y comprenait pas grand-chose. Un seul appareil, un seul abonnement et selon les opérateurs, une facture de téléphone qui devrait diminuer. Vous avez 40% de vos appels mobiles qui sont placés de votre domicile et ces 40% de communication, elles peuvent être passées en Wi-Fi à des tarifs beaucoup plus avantageux. Principal avantage, le mobile au tarif du fixe. Vous ne comptez plus vos consommations en fixe. En revanche, vous comptez encore vos communications dans le mobile parce qu'elles sont chères, elles sont beaucoup plus chères. Et donc ce téléphone vous permet de bénéficier sur un même terminal des avantages du fixe et des avantages du mobile. Alors, vous aviez raison de dire qu'on n'y comprenait pas grand-chose, mais enfin, moi, j'ai plutôt compris à regarder la télé que je ferais des économies, c'est vrai? Oui, moi, j'ai un peu compris la même chose, sauf que j'ai lu une dépêche AFP qui me disait les choses clairement, et en fait, c'était un peu l'inverse. On comprenait que ça allait quand même coûter de l'argent. On comprenait que pour profiter de cette nouvelle technologie, il faudrait payer, outre un abonnement mobile et un abonnement Internet, forcément, il faudra donc payer en plus une nouvelle option payante de 10 à 22 € par mois, et en plus acheter un nouvel appareil téléphonique qui coûtera pas moins de 99 €. Alors comment ça se fait que la consoeur de l'AFP qui a écrit cette dépêche a été la seule à le dire, que par exemple personne à la télé ne l'a dit, elle a eu des infos que personne n'a eu? Alors si, elle a eu des infos que tout le monde a eu puisqu'elle était à la conférence de presse de France Télécom le matin même avec ses confrères en fait les infos qu'elle a données étaient dans le dossier de presse, m'a-t-elle dit. Voilà, eh bien, oui, il suffisait d'aller chercher dans le dossier de presse. Merci Perrine. On va en venir maintenant avec vous Maya au dossier de cette émission. Incontestablement, ce sont les images du film ou du lancement du film indigène qui ont commencé à faire bouger l'État cette semaine autour de la réévaluation des pensions des anciens combattants indigènes de l'armée française. Et pourtant, le paradoxe, Maya, c'est que des images de ce problème qui était celui du pensionnement des anciens combattants indigènes
On en avait déjà vu à la télé française les années précédentes. Hein. Oui, quelques sujets ces dernières années, avec toujours ces images de vieux soldats aux costumes usés qui exhibant leurs citations, certificats et autres papiers militaires jaunis pour réclamer un peu de reconnaissance et aussi donc une revalorisation de leur pension. Alors ils disparaissent et réapparaissent dans les JT selon les occasions. Par exemple, lorsque le président sénégalais leur organise une journée en leur honneur avec reconstitution de bataille de l'époque, on les voit poser fièrement dans leur uniforme d'époque. Et bien sûr, lors de telle ou telle commémoration en France, quand le président de la République leur remet la Légion d'honneur ou autre médaille. Mais malgré la charge émotionnelle non négligeable de ces images, eh bien, elles n'ont jamais vraiment permis de faire avancer les choses. En fait, il aura fallu d'une autre image, celle de Jamel, acteur et comique à succès. Jamel à Cannes, ou Jamel aux côtés d'un Jacques Chirac hilar à la projection du film, ou encore Jamel faisant le pitre sur le plateau du 20h de France 2 pour régler le problème, puisque donc le gouvernement a annoncé cette semaine que les pensions de ces soldats seraient désormais strictement égales à celles des soldats français. Alors, vous êtes historien de la colonisation. Alors, je dis tout de suite, vous n'avez pas été officiellement le conseiller historique du film, mais vous êtes proche d'un certain nombre d'acteurs et du metteur en scène. Vous les avez beaucoup vus dans cette période-là. C'est vraiment, comme on l'a raconté, l'impact du film sur Chirac qui a fait bouger les choses, ou est-ce que l'État a pris le prétexte du lancement de ce film pour procéder à cette réévaluation à laquelle il aurait dû procéder depuis longtemps ? On est à ce qu'on pourrait appeler une apogée médiatique qui fait que la pression de l'image est tellement forte que même un président au fond de son bureau ne peut plus dire le nom que 50 ans d'histoire de la République a pu énoncer. Imaginez ce que peut représenter en fait 30 passages de Jamel et des acteurs du film et de Bouchareb en train de dire systématiquement « Monsieur le Président, l'histoire vous regarde, c'est une honte ». Même, paraît-il, la femme du Président aurait dit, Bernadette Chirac, au Président « C'est vrai, Jacques ?» pour cette histoire. Donc à partir du moment où le couple présidentiel est totalement impressionné par cette pression médiatique, à un moment c'est là où bascule quelque chose. On se rend compte que même la meilleure raison technocratique, c'est-à-dire, vous vous rendez compte, donner autant d'argent à ces braves Africains dans leur pays, ça peut désorganiser les économies locales, n'a plus du tout de sens face à la pression d'une image d'un Jamel aux 20h qui peut-être fait le pitre, mais qui en même temps anticipe l'idée avec Bouchareb qu'il faut d'abord déposer la demande sur le bureau du président pour qu'il ne puisse à un moment pas être dit c'est un simple clown qui me demande quelque chose. Non, c'est une demande qui était concrète puisque ça fait quand même maintenant près de 2 mois qu'une réflexion existe de dire profitons peut-être de ce film pour faire changer l'État. Ok, alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que le film lui-même, vous venez de le dire, il y a le film, et puis il a été accompagné d'un certain nombre de révélations médiatiques, alors en cascade, Maya, sur le sort des anciens indigènes de l'armée française. Voilà, parce qu'autant on savait donc depuis des années qu'il y avait une inégalité de traitement après la guerre, donc en ce qui concernait les pensions, autant il n'avait jamais vraiment été fait mention d'inégalité de traitement au sein de l'armée durant la guerre. Mais sur les différents plateaux, eh bien, tout le monde s'est chargé de le rappeler. Indigènes nous attachent au pas de ces soldats pas tout à fait comme les autres, moins payés, moins nourris, moins promus. Il y a une discrimination, et c'est ça qu'on voit surtout dans le film, entre les Français et ceux qui sont originaires d'Afrique du Nord. Il y avait 23 nationalités. 23 nationalités en tout. Et on voit alors par exemple le courrier qui n'est pas envoyé, qui est censuré. Les tomates, il faut faire quasiment une mutinerie pour obtenir des tomates alors que seulement les Français y ont le droit. Quand ils sont sur le front, ils sont égaux. Il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas d'humiliation. Là, c'est presque chacun pour sa peau, quoi, tu vois. C'est quand ils vivent ensemble que c'est compliqué. Jean Hubeda, soldat à la 4e division marocaine de montagne, évoque la camaraderie dans cette armée hors du commun, mais se souvient également des relations parfois difficiles entre soldats français et indigènes. On a débarqué à Cavalère avec mes canons et tout ça. Il est descendu, il s'est mis à genoux, il a embrassé la terre. J'ai dit, tu es content, je là. Ça te regarde, maintenant je suis chez moi. Maintenant, nous, les Français, on va vous apprendre, vous, les bons, comment on gagne la guerre. Ce que dénonce le film, justement, c'est ça, à la limite, parce que l'Algérie était française, c'était un département français, donc on a affaire à des citoyens français à part entière. Non, c'était pas le cas. D'où le titre du film Indigène, c'était des indigènes. Il y avait vraiment de poids, de mesure, oui, c'est vrai. Alors, donc, toutes sortes de révélations dans le désordre, je voudrais qu'on les prenne une par une et qu'on essaye d'être le plus précis possible. Alors, au début, Ruquier dit, par exemple, ils étaient moins promus. Et c'est-à-dire qu'ils avaient moins de chances de passer sous-officier, voire et évidemment a fortiori officier. Et c'est vrai qu'on voit dans le film, par exemple, à un moment que le sous-officier dit il y a un quota d'avancement, et c'est pour ça que tu ne pourras pas avoir ton avancement. Il y avait des quotas d'avancement dans l'armée ? Non.
Première chose, que Ruquier découvre le colonialisme, donc que l'armée coloniale est un produit colonial. C'est-à-dire que la colonisation, c'est d'abord l'inégalité, c'est la même chose de tout temps. Dans le civil comme dans le militaire, vous n'avez pas de chef indigène. Sinon, c'est plus la colonisation. Donc il est inconcevable que vous ayez des officiers qui emmènent à un moment des Blancs au front. Donc le système ne peut pas, d'un seul coup, mettre en place une situation d'officiers et de sous-officiers qui pourraient se retrouver à la tête de Blancs, alors que le système colonial, c'est l'inversion de ça. Le courrier des indigènes était censuré? Tout le courrier pendant l'état de guerre. Alors déjà, c'est une grosse découverte de découvrir que le courrier en état de guerre est surveillé. Non, mais attendez, non, c'est pas ça. Le courrier des indigènes. Le courrier de tout le monde est surveillé. Le courrier des indigènes est surveillé pour une raison complémentaire. C'est qu'au-delà du secret militaire, ce qui est la logique de tout courrier, on interdit systématiquement les critiques sur la France, mais surtout, ce que nous on a du mal à comprendre, toutes les photographies et les textes envoyés sur les femmes françaises. Parce que dans le système colonial, un homme noir ou maghrébin qui coucherait avec une femme française ou qui aimerait une femme française, c'est par définition le tabou colonial absolu. Donc à la fois on a censuré les lettres, mais on a censuré des dizaines de milliers de photographies où ces gars envoyaient au pays l'image de leur copine. Et donc là, ce qu'il montre, Boucherel, dans le film, c'est à la fois une relation entre eux qui est interdite de communication, mais ce qu'on a du mal à comprendre, il aurait même pu montrer d'ailleurs, il ne l'a pas fait, c'est qu'on interdisait toutes ces photos qui partaient au pays. Il y avait une discrimination alimentaire, c'est-à-dire que par exemple, quand par hasard il y avait un arrivage d'extra, par exemple de tomates, les indigènes n'y avaient pas droit? Ça, c'est une généralité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder cas par cas. Il y a eu des cas où on a favorisé les troupes blanches tout simplement parce que ceux qui étaient en charge du rationnement les favorisaient directement. Là, on n'est pas affaire à une notion, si vous préférez, réglementaire et générale. On ne peut pas dire partout c'était pareil. C'était du racisme de la base, c'était du racisme. C'est du racisme du quotidien. Vous avez affaire à ce qu'on... Par exemple, ils ne dormaient pas dans les mêmes couches, on imagine bien. Ils ne dormaient pas dans les mêmes endroits. Ils n'avaient pas les mêmes fringues renouvelées au même moment. Ils n'avaient pas les mêmes fêtes. Il n'y avait pas les mêmes sorties. Donc, à un moment, quand vous aviez quelqu'un qui était en charge du rationnement et qui était en charge de la nourriture, ils n'avaient pas forcément la même nourriture. Mais là, on n'est pas dans une logique d'état-major. Ça reste des combattants. Et un combattant, ça se nourrit pour aller au front. Donc il y a une logique qui est là-dessus antinomique avec la logique de l'armée. Alors évidemment, le débat a embrasé les milieux politiques français depuis la sortie du film, notamment autour de cette question qui a un peu polarisé toutes les interrogations. Est-ce que les indigènes étaient utilisés par l'état-major ou par leurs officiers comme de la chair à canon, Maya? Voilà, autre injustice sur laquelle tout le monde semblait s'accorder, on envoyait les indigènes en première ligne pour économiser le sang des Français. Et là-dessus aussi, tout le monde avait son mot à dire. On a libéré la Corse, on a libéré Toulon, on a libéré Marseille, on a libéré le Monte Cassino. La chair à canon, c'était nous, enfin nous, eux. Tirailleurs algériens, marocains, sénégalais qui sont battus pour la France, qui ont laissé leur vie, qui étaient souvent en première ligne. On les envoyait un peu comme de la chair à pâté. Ouais. Et à canon, on va dire. Ouais, à canon, c'est mieux, ouais, c'est vrai. Maurice Rive, ces combattants étaient plus souvent en première ligne que les autres ou pas? Oui, je pense. Dans ma famille, on a toujours été scandalisés par le fait que ce soit les tabors marocains, les tirailleurs sénégalais, les goumiers, les zouaves, les machins qui partaient en première ligne, qui allaient là-bas et qu'on disait que c'était l'armée française. Voilà, alors pourtant, il y a quand même eu quelques voix discordantes, une en particulier que je vous laisse découvrir. J'ai quelques chiffres là. Il y a eu à la Deuxième Guerre mondiale 250 000 Français musulmans, 12 000 tués, 100 000 noirs, 4 500 tués, 176 000 pieds noirs, 14 000 tués. 700 000 métropolitains, 40 000 tués. Donc vous ne faites pas de distinction entre l'origine de ces combattants? Non, bien sûr que non. Mais dans l'armée, il n'y avait jamais eu aucun racisme. On a toujours considéré ces combattants comme des frères d'armes. Oui, avec la différence que très souvent, on les envoyait en première ligne. Hein. Non, c'est totalement faux. Les pourcentages de pertes sont moins importants pour les Français musulmans et les Africains que pour les pieds noirs et les métropolitains. C'est pas exact de dire ça. Alors, en tentant de faire abstraction du fait que c'est Jean-Marie Le Pen qui donne ces chiffres, où est la vérité? C'est vrai. Il y a eu le taux de mort de pieds noirs dans les régiments est supérieur. Les chiffres qu'il donne, alors je ne sais pas à 50, je sais pas, mais il est à peu près dans la proportion connue, aujourd'hui identifiée. C'est pas faux. Pour quelle raison, Pascal Blanchard, les acteurs ont-ils eu besoin à ce moment-là d'en rajouter sur ce thème de la chair à canon, puisqu'on voit bien Samina Seri, parce que tout le monde en demande et que c'est très compliqué d'expliquer la Parce que non, mais ça c'est une question que je leur ai expliqué. Enfin, déjà la question est complètement stupide. Une armée d'Afrique est composée d'Africains. Par définition, les Africains sont en tête de pont. Ça paraît tellement évident. C'est pas des Vietnamiens en tête de pont et c'est pas des Parisiens. Ils sont pas dans l'armée. Ils ne sont même pas dans l'armée d'Afrique. Donc plus l'armée s'est blanchie, moins vous avez eu des goumiers et des noirs en tête de pont. C'est une évidence mathématique. Donc la notion de dire chair à canon, on peut l'employer pour tous, y compris pour les pieds noirs. Donc ce que dit par exemple Sami à un moment ou Nasseri n'est pas faux, mais en gros il devrait dire nous avons été de la chair à canon comme les pieds noirs ont été de la chair à canon.
Voilà, c'est juste le membre de phrase qui manque et qui effectivement aurait rendu le lancement médiatique peut-être moins efficace. C'est vrai, mais en même temps, comme depuis, on va dire, 70 ans, on a essentiellement insisté sur l'idée que l'armée française, par rapport à ça, a été une armée qui, globalement, sans distinction, s'est battue aux côtés des Alliés et que jamais on avait mis en relief les combats, je dirais que c'est un contrebalancement. Vous savez comme moi, quand une histoire a tendu pendant tellement longtemps vers un sens, ils essayent de le ramener. Alors donc, ils font une erreur. Mais ils tendent. Est-ce qu'elle a tendu si longtemps que ça? Parce que ce qui est très fort aussi, quand on reçoit la promotion de ce film comme téléspectateur, c'est cette impression que c'est une page d'histoire totalement occultée, méconnue, qui soudain se trouve dévoilée par ce film. Or, Maya, quand on regardait à l'époque les images de l'information du cinéma, cette impression était quand même légèrement remise en doute. Oui, on avait même l'impression qu'on les mettait carrément en vedette. Alors un exemple dans cet extrait des actualités Gaumont. Alors les actualités Gaumont, c'était un peu le 20h de l'époque. Les gens voyaient ça au cinéma juste avant le film. Et donc dans cet extrait qui date de 1939, l'imagerie officielle militaire nous présente ces soldats indigènes avec une certaine exaltation. Il est émouvant de lire sur le visage de ces hommes le même calme et la même résolution qui animaient déjà leurs aînés, glorieux combattants de 1914. Et c'est en portant leur barda à la mode du pays que les nouvelles troupes gagnent les navires qui les transporteront en France, où courageusement ils rempliront leurs devoirs aux côtés des troupes métropolitaines. Animés du plus bel esprit de sacrifice, les hommes de nos colonies ont répondu d'un élan unanime à l'appel de la mère patrie. Alors ça c'est 39, hein. Ça c'est 39. Ça, c'est 39. Alors c'est paradoxal quand même, parce qu'on dit c'est une page d'histoire occultée, on n'a pas voulu en parler, etc. Mais en même temps, il y avait cette espèce de mythologie de la troupe coloniale. Attention, c'est une page d'histoire occultée. Ça veut dire que post-coloniale, depuis 50 ans, elle est oubliée. À l'époque, elle était surglorifiée. Je rappelle qu'Emmanuel elle était surglorifiée. Vous venez de s'y montrer les actualités cinématographiques. On pourrait trouver 300 films après de ce type-là. Oui, en 39 avec la mobilisation, mais les manuels scolaires, c'est pareil. C'est 40 à 50% d'un manuel scolaire de l'époque dans l'histoire, sur l'histoire coloniale. Nos enfants, la ligne maritime et coloniale, 33 millions de visiteurs à l'expo coloniale. On peut même dire qu'il y a un bourrage de crâne de la question coloniale. Il y a une culture coloniale qui se bâtit là-dessus. Et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Du jour au lendemain à la décolonisation. La défaite. C'est-à-dire qu'on veut tourner cette page. Quelle défaite? La défaite algérienne. La défaite déjà, algérienne. Dien Bien Phu est un début de processus de ça. Il va y avoir une dizaine d'années où on va construire, si vous préférez, une sorte de tournant de page, le retour, les pieds noirs, l'arrivée des harkis. Tout ça, c'est une histoire qu'on veut oublier. On rentre dans un autre empire, l'empire européen. Et il va y avoir 50 ans de silence. Et ce qu'on a, qui nous arrive là depuis 2 ans, c'est qu'on est en train de redécouvrir, je dirais, nous, les post-coloniaux de cette histoire. Une histoire dont on commence à peine à comprendre, bah oui, tiens, les actualités Gaumont nous mettaient 10 minutes à chaque fois. Tiens, nos manuels scolaires nous faisaient ça. Tiens, Tintin au Congo. Quoi, la première exposition en France au XXe siècle, c'est l'expo coloniale le 31. Alors en tout cas, pour en revenir aux images d'époque, forte présence également, c'est intéressant aussi, des indigènes dans les images de la propagande nazie à l'époque, mais alors là, avec une intention tout à fait différente, Maya. Voilà, c'est 1 an et une débâcle plus tard. Les Français sont prisonniers des Allemands et la propagande nazie, donc elle aussi s'intéresse aux indigènes, mais bizarrement avec beaucoup moins de tendresse. Die riesigen Kolonnen gefangener Franzosen, die man überall auf dem Marsch in die Sammellager antrifft, wollen noch immer kein Ende nehmen. Und immer wieder dasselbe Bild. Weiße, braune, schwarze, alle Rassen der Welt. Diese wilden Horden waren aufgeboten, ganz Deutschland zu unterjochen. Das sind die schwarzen Brüder des Poilu.
Alors, magnifique exemple de film de propagande, totalement mis en scène, je crois qu'il faut le dire il faut le montrer pour les téléspectateurs. Par exemple, il est évident que le plan sur lequel on voit ce prisonnier ouvrir la bouche, c'est le filmeur qui lui demande d'ouvrir la bouche ou de danser. Voilà. En même temps, si vous voulez, le parallélisme entre les deux films, je dirais de propagande, est frappant. Et ça renvoie tout à fait. Je rappelle que dans Mein Kampf de Hitler, il y a 4 pages, c'est noir. Ça s'appelle La honte noire, et qui explique que la France a essayé de tuer la nation allemande en envoyant des tirailleurs sénégalais sur le Rhin. Conclusion, quand les Allemands vont débarquer en France, ils vont détruire systématiquement tous les monuments aux morts, en hommage aux troupes noires de 14-18. Donc ces images renvoient à tout un débat franco-allemand, qui a 20 ans d'existence. C'est quand même les seules pages où il parle de la France dans Mein Kampf, juste pour l'avoir en tête. Et à 20 ans d'histoire, qui là, sort sous forme d'image. Vous avez remarqué, la caméra commence sur quelques Maghrébins, ne dit rien sur les Maghrébins. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il y a une tentative de manipulation de l'islam, à la fois par Mussolini et Hitler, pour retourner les Maghrébins contre les deux puissances coloniales que sont la France et l'Angleterre, que ce soit en Irak ou au Maghreb. On ne s'attache qu'aux Noirs. Alors, pour en terminer avec cette espèce de tentative de décentrage que nous opérons ici de l'image des indigènes à travers les époques et les pays, le dernier exemple tout à fait frappant, c'est celui de l'Italie. Italie, rappelons-le, pour nos très très jeunes téléspectateurs qui étaient alliés de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Italie, pays dans lequel l'image des troupes indigènes de l'armée française a été cristallisée dans un film de cinéma tourné plusieurs années après la fin de la guerre, Maya. Voilà, un souvenir assez douloureux, donc ravivé dans ce film italien du début des années 60, adapté d'un roman d'Alberto Moravia, et qui valut à Sophia Loren un Oscar, et comme aux acteurs d'indigènes, un prix d'interprétation à Cannes. Alors ça s'appelle La Ciociara, et Sophia Loren y joue une jeune veuve qui emmène sa fille fuir Rome et ses bombardements, et donc elles partent se mettre à l'abri dans un petit village perdu dans la montagne, et de là, elles assistent à l'arrivée des troupes françaises. Voilà, donc l'image qui est donnée, c'est celle d'une troupe de soudards, violeurs, sans foi ni loi. Et ce qu'il faut dire sur le plan de la construction de la mémoire, c'est que tout récemment encore, l'ancien président de la République italien, Maya, a apporté sa caution au message de ce film. C'était en 2004, lors des commémorations de l'armistice. L'ancien président italien Campi se rend dans la région où se déroule l'action du film et rappelle dans un discours cet épisode apparemment douloureux de l'histoire italienne. Nessuno potrà mai perdonare le violenze inflitte alle donne, ai bimbi, agli anziani, ad Esperia e in tanti altri paesi. La memoria di quelle sofferenze che nel dopoguerra solo un grande racconto e un grande film hanno avuto il coraggio di raccontare è una delle motivazioni di fondo della volontà di riscatto del dopoguerra. Alors, simplement, est-ce qu'il existe une vérité historique sur ces viols commis par les indigènes de l'armée française en Italie, souvenir qui apparemment est donc encore très vivace en Italie? Bien sûr. Une armée qui ne viole pas, ça n'existe pas. Pourquoi voilà. t'étonner? Mais quoi? Non, mais ni plus ni moins que les autres armées, en gros. Alors là, il y a un cas très particulier pour les Goums marocains, donc il faut le raconter, parce que ça fait partie de l'histoire et c'est une réalité. Alors maintenant, les chiffres, il y a un débat d'historiens sur les chiffres, et vous le savez comme moi, on en avait même parlé en préparant cette émission, en discutant. En temps de guerre, on estime que pour une plainte déposée, vous devez avoir entre 40 et 50 viols. Parce qu'il faut le savoir qu'en temps de guerre, une armée qui vient d'être, un pays qui s'effondre comme l'Italie, pour qu'une femme a porté plainte dans un pays catholique, qu'un musulman l'aurait violée, imagine la démarche déjà du nombre de viols qu'on puisse estimer par rapport à une plainte posée. C'est quasi un rapport très fort. Bon, ce qui veut dire qu'on arrive à un total de combien de viols supposés? Les variabilités aujourd'hui, les Italiens ont pendant très longtemps utilisé le chiffre de 50 à 60 000 viols. Qui vous paraît plausible? C'est impossible aujourd'hui, en l'état des statistiques qu'on possède, de donner une réponse d'historien. Ce qui me paraît étonnant, c'est que par rapport à l'armée qui était présente, ça ferait quand même relativement beaucoup. Ce qu'il faut savoir, une chose quand même très importante. Les Goums marocains, en gros, je vais vous le faire très rapidement, ont été utilisés dès le début de la conquête du Maroc par les Français pour coloniser le Maroc. En gros, des supplétifs. Et avaient le droit de razzia. C'est-à-dire qu'un village qui tombait sous leur coupe appartenait en gros à leur pouvoir. L'armée française a organisé ça. D'ailleurs, au début du film, vous avez une très belle scène, je crois que c'est à 8-9 minutes du film, indigène, et qu'il dit « Attention, en arrivant en métropole, vous n'aurez plus le droit aux femmes ». Ce qui est très clair dans le film, en expliquant bien que quand ils sont au Maroc, ou quand ils vont ailleurs, ou les tirailleurs sénégalais, quand ils débarquaient en Algérie au Maroc, ils avaient en gros droit de pillage. C'était une manière de terroriser les populations, au sein du système colonial français. S'agissant de l'Italie, des consignes avaient été données? Pas de consignes, mais si vous préférez, une pratique que certains officiers ont complètement interdit à leurs hommes, mais que d'autres officiers ont toléré. Pourquoi? Il fallait humilier les Italiens.
Exactement comme le souvenir qu'on avait, les Italiens et les Allemands, quand ils avaient conquis la France. Et donc, vous avez des cas de figure où les officiers ont fermé les yeux, des cas de figure où les officiers ont clairement contacté, attaqué, reproché, porté plainte, mis au tribunal leurs soldats. Donc pareil là, pas de généralité. Une ambiguïté, si vous préférez, l'état-major, une vraie ambiguïté, c'est que en même temps, elle emploie des troupes dont on sait pertinemment que dans la pratique guerrière depuis 40 ans, elle pratique cette liberté-là, de ce droit, de ce pillage et de viol sur les populations vaincues. Donc le fait de les envoyer au front, même si vous annoncez à ces hommes qu'ils n'auront pas les mêmes droits, et la notion de métropole ne veut pas dire l'Italie. C'est-à-dire qu'en gros, c'était de prévenir que continuez un peu à violer en Italie, mais attention, quand vous allez arriver en Corse, il faut arrêter, parce que là, on est chez nous. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions absolument limpides. Chloé Delhomme, bon retour parmi nous. Donc, comme l'année dernière, vous allez venir chaque dernier dimanche du mois nous porter les messages que nous adressent nos internautes du Forum d'arrêt sur image. Oui, tout à fait. Donc, cette rentrée plutôt dynamique, 600 à 700 messages par émission. Mais je vais revenir sur ce qui a le plus mobilisé les internautes cette rentrée, à savoir la désagréable surprise qu'ils ont eue. Jusqu'ici, lorsqu'un internaute venait sur la page d'arrêt sur image, il pouvait consulter en vidéo la version intégrale de l'émission, donc la version non montée, ce qui faisait qu'on pouvait regarder où avaient eu lieu les coupes. C'était donc un outil pédagogique assez important. On pouvait assister à l'intégralité du débat. Et depuis la rentrée, ce n'est plus le cas. Alors ça a soulevé beaucoup de questions, surtout qu'aucune explication n'a été donnée. Donc je cite une réaction représentative. Je suis extrêmement déçue qu'il n'y ait plus que la version montée en diffusion sur le net et assez en colère contre ceux qui seraient responsables de ce qui m'a tout l'air d'une mise à pied. Effectivement, voir l'intégrale filmée avec toutes les erreurs, rattrapages, lapsus, développement hors sujet, reprises et connivence affichée après générique constituait une expérience de spectateur rare, même unique à la net télévision. D'autres internautes mettent en exergue une autre conséquence de cette suppression qui est assez grave, c'est donc la fin de la transparence et d'une certaine manière de la crédibilité. Parce qu'une émission qui décrypte les autres en dénonçant les effets de montage et les propos off, mais qui ne propose pas à ses téléspectateurs les moyens d'appliquer à elle-même ces outils de décryptage, perd sacrément de sa crédibilité. Donc, pour commencer, j'aimerais bien que vous nous racontiez, vous nous expliquiez un petit peu ce qu'il en est de la suppression de la version non montée en général. Après, on reviendra sur le... Non, mais d'abord, il faut que je vous dise que moi, je suis complètement d'accord avec tous ces messages. Je regrette profondément la suppression de cette version non montée, qui était une originalité d'arrêt sur image. C'était sa particularité. Depuis 99, on mettait en ligne la version non montée. Et effectivement, pour une émission comme Arrêt sur image, qui essaye de dire à ses téléspectateurs chaque semaine, attention, une image n'est jamais évidente, c'est toujours le résultat d'un montage, d'un travail, d'une série de choix. C'était un outil pédagogique pour nos téléspectateurs qui leur permettait de voir effectivement de quelle manière l'émission était montée. L'émission, à l'antenne, elle fait 52 minutes. Là, par exemple, on en est à 57 minutes déjà de tournage. Ça veut dire que déjà, là, maintenant, à l'instant où on parle, je sais qu'il faudra couper au moins 5 minutes sur la tournée. Bon, on fera peut-être un peu plus et chaque semaine, on coupe 5, 10, 15 minutes. Et effectivement, voilà, sur le site, on pouvait tout voir. Ça me paraissait indispensable, oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé, par où est venue la décision, comment ça s'est passé? Toutes sortes de raisons ont été avancées par la direction de France 5, des raisons juridiques, des raisons économiques, des raisons techniques. Le directeur général de France 5 a répondu par une lettre type à tous les téléspectateurs qui se sont plaints en lui envoyant des courriers, avance essentiellement des raisons techniques et des raisons économiques. Je dois dire franchement que moi, ces raisons ne me convainquent pas, aucune de ces raisons ne me convainc. Et donc, je veux croire qu'à force de conviction et de persuasion, nous arriverons à faire rétablir la version intégrale en ligne. Je voudrais éclaircir à la demande des internautes un petit point, c'est-à-dire qu'en fait, dans la version non montée, en dehors du débat intégral, on avait aussi une petite séquence off à la fin. Les micros étaient ouverts après le générique et on pouvait entendre ce que l'internaute appelait les connivences ou ce genre de choses. Et du coup, beaucoup d'internautes se sont demandé si c'était pas ce off qui posait directement problème, avec, je cite, la pression d'invités de l'an dernier qui n'auraient pas supporté la diffusion sur le net de certains passages coupés au montage, ou des pressions d'invités potentiels cette année qui refuseraient de venir à cause de cette séquence off, ou une pression de la chaîne en général. Donc, écoutez, vraiment, moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans mes nombreuses et ardentes discussions avec la direction de la chaîne sur ce sujet, cette raison-là ne m'a jamais été avancée. Voilà, on me l'a jamais dit à moi.
Bien, donc c'est toujours cette histoire de propos diffamatoires potentiels qui seraient éventuellement... parce que c'est ça un petit peu l'argument de la chaîne, en fait. C'est que nous... C'est ce qui m'a été dit à moi. On m'a dit, attention, il peut y avoir un risque de procès pour diffamation ou pour droit à l'image sur quelque chose que dirait l'invité. Ça a déjà eu lieu, ça? Alors, il s'est déjà produit que des choses dites par l'invité puissent effectivement nous faire craindre un procès. Mais dans ces cas-là, ça s'est produit très très rarement, 2-3 fois dans l'histoire de l'émission. Et dans ces cas-là, bien entendu, j'ai aussi coupé ces propos-là dans la version intégrale en ligne. On ne va pas prendre le risque de faire avoir un procès à la chaîne et de le perdre. Oui, tout à fait. Voilà. Bah, écoutez, je voudrais juste finir en disant donc que pour prévenir que les internautes ont lancé une pétition en fait pour demander. Donc je me permets de relayer puisque c'est mon rôle. Donc je relais cette pétition qui se trouve donc comme adresse à pétition .free.fr et il y a déjà un petit millier de signatures d'internautes mécontents qui veulent récupérer coûte que coûte leur version de montée puisque c'est un outil pédagogique capital. C'est tout pour cette semaine? Ça sera tout pour cette semaine. L'émission était longue. Hein. La prochaine fois, je reviens, je prends plus de temps. On pourrait offrir un moment de connivence maintenant, qui soit dans la version montée. On pourrait faire comme si on était copains. La connivence ne marche que si elle est cachée. Donc la connivence dans le montage, elle n'existe pas puisqu'elle était révélée. Bah, vous direz plus tard que alors, le moment de connivence offert par Marianne Escoli. C'est quand que tu me rends mes 100 €, David? Parce que vous dites que vous êtes hyper pote avec Patrick Lelay. Oui, mais je vais le dire. Je retarde le moment, mais je vais finir par l'avouer. C'est difficile à faire, c'est plus une connivence. Je ne sais pas si c'est très crédible. Arrêt sur image revient dimanche prochain, 12h38. Au revoir à tous. C'était Arrêt sur image. Arrêt sur image que vous pouvez pas plus tard que dans 1 heure voir